La crise du Covid a rappelé que dans un monde mondialisé et hyper connecté, tout se propageait de plus en plus vite et que les scénarios à fort impact et à faible probabilité pouvaient effectivement survenir. Alors, doit-on s'attendre au même scénario dans le cyberespace? Un virus numérique peut-il avoir les mêmes conséquences qu'un virus biologique? Et quid de notre résilience numérique? On en parle tout de suite dans la première plénière. Merci d'accueillir nos panélistes. Laurent Sellerier, bonjour. Vous êtes vice-président exécutif en charge de la technologie et du marketing chez Orange Cyberdéfense. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bernard Duverneuil, vous êtes donc le président du CIGREF. Bonjour également. Bonjour. Et Jean-Philippe Riel, vous êtes spécialiste en risque et crise. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors je voudrais aussi inviter Nick Merrill, le directeur de Daylight Lab à l'Université de Californie à Berkeley, de nous rejoindre depuis la Californie. Il doit être très tard. Je ne sais pas si on est connecté à Nick Merrill qui va donc se joindre à cette table ronde. Voilà. Hi Nick, thank you very much indeed for joining. Bonjour Nick, merci de nous rejoindre pour cette première table ronde. Je crois que ça doit être très très tard chez vous, c'est ça? Oui, merci. Oui, c'est très très tard. En effet, je vous confirme. On va commencer justement, quel enseignement est-ce qu'on peut tirer de cette crise du Covid? D'un côté, on a l'impression que ça a vraiment été la preuve de la résilience dans cette crise, le numérique, et en même temps, ça a aussi été un maillon faible. On peut peut-être commencer par vous, Laurent. Oui. C'est quoi vos conclusions? Nos conclusions, c'est un petit peu le numérique a été le radeau de survie de nos sociétés ces 18 derniers mois. Internet est devenu le réseau des entreprises. L'OCDE a fait une étude. Le trafic Internet a pu augmenter jusqu'à plus de 50% durant les phases de pandémie. Deuxième chose, et c'est un sujet que les précédents orateurs ont évoqué, le cloud est devenu le nouveau data center. On a vu un accroissement de l'ordre de 30% de la consommation du cloud. Troisième élément qui me semble important, c'est le poste de travail est devenu le lieu de travail. Chez Orange Cyberdéfense, on a vu notre activité de sécurisation des postes de travail augmenter de plus de 200%. Alors, donc, le numérique, un peu un radeau de survie avec les DSI à la tête du radeau et puis tous nos amis informaticiens qui sont dans la salle et qui ont beaucoup donné pendant cette période. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus toutes les limites de ce radeau. D'abord, il n'y avait pas tout le monde à bord, notamment les personnes âgées, notamment, on en a parlé, les toutes petites structures. Il y a également le fait qu'à bord de ce radeau, la créativité, l'interconnexion entre les personnes a pu manquer. Et enfin, effectivement, à bord de ce radeau, je crois que c'était plus dangereux et on a vu un accroissement des cyberattaques pendant cette période. Donc voilà, j'espère qu'on va tous sortir de ce radeau, mais le cadre d'utilisation du numérique a changé à l'occasion de cette crise et on ne reviendra pas au temps précédent. Voilà. Bernard, quelles ont été vos conclusions ? Alors probablement trois éléments, deux que nous avons déjà cités, à savoir l'accélération du passage vers le cloud. On l'a vu dans beaucoup d'entreprises et ça a été une manière aussi de continuer à travailler. Donc de plus en plus les entreprises ont positionné leurs services dans le cloud pour être accessibles de partout et pas simplement accéder à l'entreprise puis accéder à des systèmes. Le deuxième élément, c'est les cyberattaques parce que alors concomitance ne veut pas dire corrélation ni conséquence. Néanmoins, l'accélération du nombre de cyberattaques a fait que la prise de conscience ça a été rappelé à maintes reprises, énorme à tout niveau, que ce soit en entreprise, dans les pouvoirs publics et à titre individuel. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui va rester définitivement. Et puis le troisième élément que je souhaitais signaler pour les entreprises et qui n'est pas encore tout à fait définitif, c'est comment passer à ce qu'on appelle un mode hybride dans la tenue des pratiques de l'entreprise, en particulier sur les réunions en mode à la fois distanciel et présentiel. Donc on est amené à trouver des modes de communication et de collaboration qui sont un peu novateurs et qui ne sont pas
le mode complet virtuel qu'on a connu au premier confinement, qui finalement simplifie les choses, puisque tout le monde est à distance. Mais travailler en mode hybride, c'est aussi une autre forme de travail, avec des impacts sur la configuration du poste de travail et des bureaux. Donc je crois qu'on en est au début, mais c'est quelque chose qui va rester dans la durée. Très bien. Jean-Philippe Riel. Merci. En tant que spécialiste des risques et des crises, je suis payé pour être parano en fait et imaginer le pire et rarement le meilleur, on va bien le dire. Alors pour répondre à votre question, essayer de trouver des choses positives, j'en vois quand même fondamentalement quelques-unes, rapidement puisque le temps court. Ouais. La révolution au travail, le télétravail est une révolution, on ne pourra pas revenir en arrière et ça c'est positif. La supply chain qui a probablement gagné et le e-commerce qui ont probablement gagné 2 ou 3 ans par rapport au rythme normal des choses. Vraiment Covid a été un accélérateur de tendance pour moi et surtout pour mes collègues informaticiens, et Dieu sait qu'il y en a dans la salle, dans l'entreprise ça a été une prise de conscience de la qualité et de l'importance du rôle de nos informaticiens qui nous ont permis de nous adapter et d'être mobiles et de devenir très, très agiles et donc de continuer à améliorer la performance globale de l'entreprise. Alors on entend cette phrase, hein, le prochain virus sera cyber. On se rend compte d'ailleurs à quel point la sémantique cyber est très liée à la pandémie. Est-ce que vous pensez à quoi est-ce qu'on peut s'attendre finalement et quel est le scénario le plus probable à horizon, disons, 10 ans ? 10-15 ans. Je me lance ? Oui, allez-y. Alors, j'ai fait un petit sondage sur mon réseau LinkedIn en posant cette question, avec des réponses. Certainement, elle sera numérique, et la réponse c'est 30%. Probablement, c'est 15%. Sans doute pas, c'est 17%. Et la plus belle réponse, c'est peu importe, préparons-nous, et c'est 38%. Donc, en réponse à votre question, sur mon réseau, la réponse c'est 68% de probablement, mais il faut s'y préparer sans attendre plus. Très bien. Sur cette question, Laurent ? Oui, je crois que on a déjà eu des épidémies cyber. Il y avait eu Petya, NotPetya, effectivement, qui étaient un peu les apéritifs. Le risque de pandémie cyber existe. On a dans nos équipes un laboratoire d'épidémiologie. Et en fait, c'est assez intéressant, leur méthode, c'est d'exposer sur Internet des serveurs sans aucune protection, de manière à collecter l'ensemble des virus, de voir leur dynamisme, de voir leur mode d'attaque, pour ensuite pouvoir mieux traiter la sécurité. Et moi, je pense qu'il y a 2 scénarios possibles. Alors, c'est des scénarios extrêmes. C'est soit une attaque très ponctuelle, mais sur un opérateur supercritique. On peut penser notamment à tout ce qui est trait à l'énergie. Donc c'est vraiment une attaque très ciblée, mais avec des conséquences potentiellement stratégiques. On va fêter les 20 ans du 11 septembre, on est un peu dans ce scénario-là. Et on ne maîtrise pas les conséquences d'une piqûre de moustique sur un éléphant. Hein. Deuxième scénario, c'est un scénario qui est beaucoup plus durable. Il y a quelques années, il y a Cambridge qui avait fait un scénario prospectif en disant, voilà, on imagine une corruption diffuse des bases de données partout dans le monde, entraînant une perte de confiance dans le système numérique. Et cette perte de confiance diffuse, longue, entraînait des conséquences économiques équivalentes, selon leurs projections, à la crise de 2008. Donc c'est 2 scénarios extrêmes, un ponctuel, un diffus, mais je pense qu'ils sont tous les 2 possibles. Alors brièvement, Jean-Philippe, je me tourne vers vous. Le risque principal est-il d'origine plutôt accidentelle ou malveillant ? Et s'il est malveillant, est-ce que vous pensez que ce serait plutôt d'origine cybercriminelle ou étatique ? Alors, on ne va pas revenir sur les chiffres qui ont été amplement donnés ce matin, et puis je ne suis pas un technicien de ces chiffres-là. Simplement, on voit que pendant la période de Covid, il y a eu une inflation très importante du nombre d'attaques, on l'a dit, on en est tous conscients. Je veux rappeler que la France fait partie du top 3 des pays les plus ciblés, et que dans les menaces les plus importantes, ce sont des attaques rançongicielles
par messagerie. C'est le premier point. Je crois que c'est de l'ordre de 92%. De mémoire aussi, 7% concernent des attaques via des URL frauduleuses. Et le dernier point, c'est, je l'ai oublié, mais peu importe. Donc ça, on en a bien conscience, on y travaille. Moi, ce que je crois aujourd'hui, dans mon rôle, dans l'entreprise, d'anticiper ce qui peut se passer, on l'a vu, il faut se préparer, on vient de le dire juste avant, c'est un point, mais mes voisins ici ne diront pas le contraire, on y reviendra peut-être. Le sujet, pour répondre directement et sans langue de bois à votre question, qui m'inquiète le plus, c'est le cyberterrorisme. Je ne parle pas de cyber-rançon, on parle d'argent, on s'en fout de l'argent, c'est pas mortel. Non, plutôt les infrastructures critiques. Le cyberterroriste pourrait être effectivement mortel. Alors certes, j'ai eu la chance de travailler, donc je sais un peu de quoi je parle sur le sujet. Sur les textes, sur les SAIV, secteurs d'activité d'importance vitale, à partir de 2007 ou 2008 de mémoire. Donc ça existe, des gens travaillent, les sujets sont classifiés, on ne va pas rentrer dedans, mais on peut quand même vulgariser sur ce sujet. Je pense qu'ici, il faut le faire et il faut donner des arguments aux gens dans la salle et qui nous écoutent pour pouvoir aussi populariser ce sujet en entreprise. Ma crainte principale, encore une fois, c'est le terrorisme. Le terrorisme est là pour faire peur, pour terroriser. Je crois que c'est peut-être M. Poupard qui parlait tout à l'heure du CHU de Rouen. C'était une rançon, c'était le premier hôpital attaqué. Je ne parle pas de rançon, je parle de l'inversion du taux de chloration d'un opérateur dans l'eau, par exemple, même si ça ne tue pas, on le sait, mais du poison, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je parle de mettre tous les feux d'une ville, tous les feux tricolores au vert. Je parle d'un certain nombre d'agissements qui pourraient avoir lieu à partir de réseaux distants, probablement en Asie, par exemple, juste pur hasard, par une petite cellule qui se réveille et qui commet des actes de terrorisme fort. Très bien. So I'd like to turn to Nick Merrill as well. Nick, Je vais me tourner vers Nick Merrill. Étant donné la nature systémique du digital et que toutes les crises ont des conséquences numériques, on a parlé d'un Pearl Harbor cyber ou d'un 11 septembre cyber. Que pensez-vous qui pourrait arriver ? Nous avons une augmentation de l'instabilité de l'Internet. L'Internet était prévu pour être à une échelle beaucoup moins élevée et pas celle à laquelle il est utilisé actuellement. Et en plus, on pensait que les opérateurs de l'Internet seraient fiables. Ce n'est pas du tout ce que l'on voit. On voit qu'il y a des actes entre pays et contre des pays, commis par des pays. Et donc, je pense que on peut parler de terrorisme ou simplement d'une erreur, et tout cela peut toucher des infrastructures très essentielles. Et donc, l'Internet est devenu non fiable à l'échelle internationale. Et si ces attaques continuaient à arriver de manière sporadique, la situation pourrait arriver au fait que les gens ne pourraient plus utiliser leur carte de crédit et ça pourrait être endémique et toucher l'économie mondiale. Et on pourrait assister à un effondrement économique. C'est certainement peu probable, mais ça peut arriver beaucoup plus probablement qu'on le pense. Parce que la plupart des choses est basée sur des infrastructures âgées qui sont difficiles et lentes à mettre à jour. Merci beaucoup, Nick. Et quelle vision de la cybermenace ont les membres du CIGREF ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que c'est considéré à tout niveau comme le premier risque ou avéré d'impact économique. Donc, et même Jérôme Powell, président de la Fed, l'a mentionné. Pierre Barnabé parlait tout à l'heure de l'ONU, de la cybersécurité. En réalité, l'OTAN a déjà commencé en juin à étendre sa charte transatlantique
dans le domaine du cyberespace, donc pour répondre aux attaques éventuelles d'un de ses membres. Donc on est dans cette logique-là. Et pour aller dans le sens que indiquait Nick, aujourd'hui le cyberespace est un espace de liberté, mais la liberté profite aujourd'hui beaucoup plus aux criminels. On est passé du risque à la criminalité, on peut passer de la criminalité au terrorisme. Aujourd'hui les entreprises, si je repositionne simplement mon propos sur la partie entreprise, c'est un risque de fonctionnement de l'entreprise, un risque financier, mais même de fonctionnement vital de l'entreprise. Donc les scénarios éventuellement catastrophes sont effectivement à étudier. Alors le parallèle qu'on souhaite faire entre un virus de la pandémie et un virus informatique, il y a une grosse différence, je pense, aujourd'hui, c'est que on est dans une propagation organisée. Et c'est fondamental parce que même les armuriers ont été attaqués, donc on a non seulement des Kalachnikov mais des grandes armes d'assaut qui circulent librement et qui sont ouvertes à disposition de tous les criminels. On a la capacité dans le monde à attaquer et ça se propage tout simplement. Donc la défense que peuvent avoir notamment les entreprises est limitée parce que celui qui a l'avantage, c'est toujours l'attaquant. C'est pas l'agressé, c'est l'attaquant parce qu'il choisit son arme, son moment, son lieu. Donc on court toujours après ça. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entreprises ont pris la mesure de cette menace et comment est-ce qu'on pourrait par exemple renforcer cette sécurité? Quelles seraient les pistes? Alors oui, les entreprises ont depuis plusieurs années pris en compte cette menace, pris conscience de la sévérité de cette menace, des vulnérabilités de l'entreprise, donc consacre de plus en plus de moyens. Enfin, c'est des budgets qui ne font qu'augmenter dans l'ensemble des entreprises et grandes administrations, que les dirigeants et même administrateurs de ces entreprises ont complètement pris en compte cette menace. Donc oui, la mobilisation est forte dans les entreprises et j'aime beaucoup cette idée de tortue romaine parce que chaque membre du CIGREF a son bouclier et essaye de se protéger, de protéger les autres en essayant d'avoir un lien entre les entreprises en matière de veille, en matière de conseil pour être plus fort solidairement. Donc ça passe déjà par une solidarité et après il y a un certain nombre d'actions que nous soumettons au pouvoir public parce que la responsabilité échoit la plupart du temps à l'État qui est responsable de la sécurité des biens et des personnes, mais aussi dans l'entreprise, la sécurité du fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans un univers où aucun secteur, aucune entreprise n'accepterait de travailler dans des conditions aussi peu sûres. Est-ce qu'une autre piste, c'est pas finalement de tester ou d'améliorer la connaissance de nos dépendances? On voit par exemple que la Russie s'entraîne à couper son réseau du reste du monde tout simplement pour l'éprouver. Est-ce qu'on fait la même chose d'ailleurs en France? Je sais qu'on n'a pas, c'est pas toujours, c'est un petit peu opaque, mais en tout cas les militaires disent souvent que la sueur épargne le sang. Est-ce que c'est un adage auquel est-ce que vous êtes d'accord avec cet adage? Alors, oui, je suis d'accord avec cet adage. Pour revenir sur le début de votre question, améliorer sa connaissance de ses dépendances est absolument fondamental, tant à l'échelle d'un État, et ça s'appelle la démarche de souveraineté, c'est-à-dire être maître de son destin, qu'à l'échelle d'une entreprise. Et il y a beaucoup de méthodes pour ça, des méthodes EBIOS notamment dans l'informatique, pour maîtriser ces dépendances. Je crois que la confiance, c'est accepter d'être dépendant. Donc la confiance doit être dans cette logique de bâtir des chaînes de confiance. Donner des gages, en échange réclamer des garanties. Plus la pression sur les entreprises est forte, plus les attaques sont nombreuses et plus on va chercher des responsabilités. Ces responsabilités, elles sont partagées, il faut qu'elles soient clairement partagées, clairement définies. C'est la mise en place de ces chaînes de confiance. Alors après, sur la Russie, alors effectivement, ils ont communiqué là-dessus. D'abord, j'ai pas d'assurance que leur déconnexion d'Internet ait été véritablement réelle.
D'autre part, on peut s'interroger sur le message qu'ils ont voulu passer à ce moment-là. Était-ce un message à l'attention de la communauté internationale en disant « je maîtrise mon territoire numérique et je suis à l'abri d'un hackback de votre part » ou est-ce que c'était aussi à usage interne en disant « je maîtrise les communications de ma population ». Donc ça, la question, je crois, reste ouverte. Je pense qu'à titre personnel, s'isoler d'Internet n'a pas beaucoup de sens, hein, même dans l'histoire. Les murs ont toujours été contournés. Donc, je ne crois pas que ce soit véritablement l'orientation qu'il faut donner. Et après, sur l'entraînement, bien sûr, hein, je crois que tout le monde s'entraîne aujourd'hui. Hein. À l'échelle de l'État, il y a les plans Pyranet, au ministère des Armées, il y a DEFNET. Dans les entreprises, il y a des exercices. Et s'entraîner, c'est pas avouer ses faiblesses, c'est au contraire démontrer sa force et démontrer sa volonté. Donc, si on s'entraîne, c'est les bons qui s'entraînent. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué des scénarios de Cambridge, il me semble. Et bien là, on va regarder des scénarios qui ont été faits cette fois-ci par justement le Centre for Long-Term Cybersecurity de Nick Merrill. Nick Merrill, we're actually going to take a look at these scenarios that your team came up with. Quand on voit les scénarios que vous avez développés, on va regarder une vidéo et ensuite on en parlera. Saut dans le quantique. After concluding that the Tijuana, Sinaloa, and Juarez drug cartels may have gained access to powerful quantum computers. While there is no immediate safety risk to the public, officials are concerned that having access to quantum could enable these criminal organizations to manipulate the economy in nearly unimaginable ways. But it was probably inevitable following the collapse of the QNPT. The QNPT refers to the Quantum Non-Proliferation Treaty, an effort in the early 2020s by the US, China, and Franco-German coalition to limit the use of quantum to government-approved applications. While initially promising, the treaty fell apart after other nations cried foul, alleging that member countries were using quantum to help their own military and commercial sectors get ahead. The start of 2025 marks the 2-year anniversary of the Portola Valley Project, a plan to turn this quaint California town into the smartest city on the planet, from traffic to water usage, to provide citizens with a way to maintain local control over their city improvements. But for many residents, the downsides have outweighed the benefits. At first it made me feel safe, but it's time-consuming and expensive. My neighbor called the cops because she got an alert that my cat had wandered into her yard. You park 2 inches into someone's driveway and the city sends you a bill. So it's just led to everybody fighting about every little thing. The presence of sensors has fueled a booming international market for fake identities, as ordinary citizens have reacted to this new complexity by creating alternate personas. Back in 1996, John Perry Barlow proclaimed at Davos that the internet would be self-governing and that national governments, which he called weary giants of flesh and steel, would lose relevance. Now, as we approach 2026, the 30th anniversary of that event, we spoke to experts to hear how Barlow's vision has held up. You look back at Barlow now, and you realize what a pipe dream that was. The idea of the internet as a place of innocence and self-governance is long gone. But what's interesting is how this has evolved in different countries. Europe and the US, for example, have wound up surprisingly close to Barlow's vision, but for very different reasons. The more they created checkbox compliance lists and monocultures that became easy pickings for attackers. Meanwhile, the tech industry has stepped in to supposedly regulate itself, but primarily by cracking down on speech that it arbitrarily deems as offensive. What's really striking is how, in places like China and Vietnam, governments have taken near full control over what Barlow thought was completely impossible. And yet, these countries have reaped some pretty incredible benefits. It's also making these countries more insular, both socially and economically. We're at an inflection point as nations are choosing one side or the other, and it's not always obvious which way they'll go. The challenge is for institutions that are trying to navigate this so-called global economy. And in neither of these systems do we have anything close to what we imagined as a free and open internet.
Last November, Bridget Miller was fired from her position as Chief Executive Officer of the tech giant Globotech. Now, the former executive is playing the role of whistleblower. The target of her allegations is not a human being, but SafetyNet, the artificial intelligence system used by roughly half of all the businesses and governments around the world, in conjunction with the Safe Internet. This software is so independent and sophisticated at this point, we don't really know how it's making decisions. You have to remember, back in 2021, the internet economy was on the brink of collapse. Thanks to SafetyNet, we have seen dramatic reduction in cyber attacks. We have seen corporate earnings go through the roof. Yet a growing number of critics are joining Miller in her call for more transparency around how SafetyNet works. It's all based on algorithms that are constantly evolving, and yet we're expecting those same algorithms to tell us why they do what they do. This creates an alarming opportunity for attackers, because even small manipulations in data could make huge differences in outcomes. So I'm actually going to turn to Nick Miller. Non, Nick, comme je vous l'ai dit, les scénarios ont été développés par son équipe à l'université de Berkeley avec Khan Analysis. Alors, quel est votre scénario préféré, Nick? Eh bien, écoutez, j'aime bien le New Wiggle Room, le scénario qui signifie qu'on a la marge de manœuvre, en fait. En effet, vous avez des grandes sociétés comme Facebook, Google qui utilisent des fluides pour créer des identités et cela vous permet de pouvoir développer des scores de crédit pour trouver un emploi, par exemple. La citoyenneté, la résidence, les permis de résidence peuvent également être octroyés. Et il y a des entreprises qui offrent des identités de profil qui s'approchent de la sécurisation. Par exemple, la NSA américaine fait la même chose. C'est en fait ça fait partie des révélations de Snowden. Il crée des profils sécurisés. Et ça me dit quelle marge de manœuvre sera offerte par les identités des États, parce que certains endroits pourraient devenir des paradis de protection de notre identité. Et si on prend DuckDuckGo, par exemple, offre des profils à trous, par exemple. Et si on prend un projet de blockchain, le Bitcoin était un bon exemple, mais il est en train d'être de moins en moins intéressant. Et aussi, il propose des systèmes d'identité alternatifs et ça donne un peu une marge de manœuvre. Et donc, c'est un scénario qui m'intéresse. Quelle marge de manœuvre auront ces créateurs d'identité à l'avenir? Et la prévention des risques pour les entreprises aujourd'hui? On le sait bien, on a énormément d'outils à disposition, des réseaux d'alerte, etc. Donc on sait quelles sont les solutions, mais encore une fois, on n'est qu'en réactif par rapport à la menace et à l'attaque. Mais pour en revenir aux différents scénarios, ça résonne beaucoup sur la compréhension du fonctionnement des algorithmes. Et si on met de l'intelligence artificielle, notamment sur les aspects cyber, c'est comment est-ce qu'on va comprendre les décisions ou propositions de décision, parce que je préfère avoir une notion de manager augmenté que d'avoir une décision prise par l'intelligence artificielle. Mais la transparence des algorithmes est une question qui est aussi prégnante, et notamment dans le domaine de la cybersécurité, pour voir quelles sont les actions à entreprendre. Et brièvement, sur la question des scénarios, vous avez préféré lequel ? Moi j'aime beaucoup le scénario de la revanche de Barlow, parce que je pense que le XXIe siècle sera un siècle de confrontation entre les États-Unis et la Chine. Ça va être structurant pour nous, ça va être structurant dans l'industrie du numérique. Et donc toute la question, et je suis impatient de voir les propositions de la France dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne, c'est quelle place l'Union européenne entre ces deux géants qui vont se confronter dans les prochaines années.
Très bien. Jean-Philippe Riel, sur ces scénarios, vous avez une préférence également? Non, je pense que, moi je les étudierai tous, il faut tous les retenir. Pour revenir sur votre question de dire comment réduire, aujourd'hui, dans cette salle, il y a énormément de techniciens, même si certains sont partis, il y a des forces de l'ordre, la gendarmerie qui sont pros et qui surveillent ça aussi. Moi, ce que je retiens principalement, c'est que les erreurs sont humaines, hein, que ce sont des gens qui vont dans les entreprises cliquer sur un email auquel ils n'auraient pas dû, qui généralement perturbe le système et fait rentrer l'ennemi dans nos réseaux. Donc je pars du principe du fait qu'il faut communiquer massivement auprès des utilisateurs, communiquer aussi auprès des administrateurs, ça c'est le rôle du président et des comités d'audit, communiquer aussi auprès de toutes les parties prenantes, pour dire ce qu'on fait dans nos entreprises. Alors trop souvent on entend encore, je suis désolé, mais dire ah bah nous on n'est pas stratégique donc on va pas être attaqué. J'y crois pas. Vous n'êtes pas stratégique certes, mais vous êtes un fournisseur ou vous pouvez être une porte d'entrée de quelqu'un qui l'est. Donc préparez-vous. La question c'est pas de savoir quand vous serez attaqué. Enfin si vous allez l'être, c'est savoir quand vous le serez. Ça c'est certain. Et donc la communication est fondamentale. C'est un peu comme un cancer dans les années 70, on n'osait pas dire qu'on avait le cancer parce que ça foutait un peu la trouille aux gens, ou même quand vous êtes au chômage, les gens disent je suis pas demandeur d'emploi parce que ça fout la trouille. Là, aujourd'hui, je pense que n'importe quel patron sait qu'il est attaqué, une PME ou une grosse entreprise cotée. S'il ne le sait pas, c'est soit un menteur, soit un idiot ou quelqu'un de mal conseillé. C'est un peu violent, j'en ai conscience, mais je le pense. Et pour toutes les sociétés qui sont cotées, donner des arguments à vos directions financières, de dire aujourd'hui, évidemment c'est grave d'être cyberattaqué, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ce qui serait grave, de mon point de vue, en termes de réputation d'entreprise, on n'a pas le temps de parler du risque de réputation, mais on vient là-dessus, et derrière je vise directement le cours de bourse quand les entreprises sont cotées, c'est de ne pas avoir pris aujourd'hui les moyens de se protéger sur ces sujets-là. Ou quand bien même, quand on est cyberattaqué, il y a des groupes qui le sont et qui passent à travers, parce qu'ils gèrent bien leur communication, de ne pas tirer les conséquences et derrière de ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires. C'est ça qui est important et c'est ça qui peut réduire le risque de diffusion. Alors, cette phrase, hein, je ne suis pas stratégique, donc je ne suis pas concerné, vous l'entendez également et... Moi, je l'ai entendu il y a à peu près 15 ans, effectivement. Alors, je pense que ça a beaucoup évolué, quand même. Alors, il y a une autre dimension, parce qu'il y a la défense que chaque entreprise peut définir. Donc ça, c'est dans nos 4 axes de travail. Il y a ce premier axe, évidemment, interne à l'entreprise, et on fait tout ce qu'il faut et on déploie des moyens. Et il faut comprendre que bien souvent, si on a des systèmes obsolètes, par exemple, c'est pas qu'on veut pas les changer, c'est que ça nécessite des moyens financiers, humains, et le rythme de l'entreprise et des évolutions technologiques fait que structurellement on peut pas forcément tout corriger en temps réel. Bon, néanmoins, on fait tous les efforts nécessaires. Le deuxième axe, c'est quand même la réglementation. J'ai abordé très rapidement tout à l'heure, mais on a besoin d'avoir une réglementation, notamment sur la normalisation des produits, de la conception par design de la sécurité. On est quand même dans un secteur, si je compare aux jouets ou aux voitures, on n'importe pas en Europe des solutions qui ne sont pas conformes à un certain nombre de standards et de normes. En réalité, la charge de la preuve est plutôt sur les entreprises aujourd'hui quand elles utilisent des logiciels de sécurité. Donc je pense qu'il y a un renforcement de la sécurité qui va passer par un renforcement de la réglementation. Et puis, ça a été mentionné notamment par Guillaume Poupard et par le général Vatrin-Augouard, mais c'est aussi les moyens policiers, juridiques qui se renforcent. C'est absolument nécessaire à l'échelle française, mais européenne aussi. Alors justement, en parlant de la réglementation, j'ai envie de faire un peu un parallèle avec la pandémie actuelle. Est-ce qu'un peu comme le vaccin, il ne faut pas avoir un droit d'injonction et imposer la cybersécurité à des acteurs privés et publics, un petit peu comme Joe Biden, on a l'impression qu'il emprunte ce chemin-là, à votre avis ? À mon avis, c'est déjà un peu le cas.
C'est-à-dire que ceux qui sont OIV ou ESE ont aujourd'hui des obligations, et c'est pas une simple injonction ou recommandation. Donc ce sont des obligations. Donc on a déjà poussé ce curseur, et les entreprises doivent respecter ce type de recommandations. Donc ça continuera. Ça ira peut-être jusqu'au garagiste, qui n'est pas forcément stratégique, mais je pense que ça va se déployer de plus en plus. C'est vrai dans les grands groupes, c'est vrai de plus en plus dans les moyennes entreprises. Alors, attendez, Laurent, puis... Oui, je crois qu'effectivement, la loi existe déjà. Il faut déjà l'appliquer, celle qui est en place. Après, un droit d'injonction, effectivement, je crois que dans l'esprit de Guillaume, c'était en cas de menace imminente pour la sécurité des biens et des personnes. Après, il faut aussi avoir conscience des limites de la réglementation et de la loi. Ces limites, c'est notamment de la faire évoluer au même rythme que la technologie, c'est-à-dire qu'avoir une loi et des règlements qui soient en phase avec l'avancée technologique. Et je crois aussi, et je parle pour les entreprises, c'est de ne pas altérer leur compétitivité, en imposant des règles qui ne seraient pas suivies par leurs concurrents. Donc voilà, je crois que la loi, un mal nécessaire, une injonction ponctuelle en cas de danger grave et imminent. Après, il faut en avoir conscience de ses limites, et il y a peut-être d'autres voies à explorer, plus incitatives que réglementaires. Je suis d'accord avec ces deux points sur les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Évidemment, simplement attirer votre attention sur le fait que si vous n'êtes pas OIV ou OSE, vous pouvez être fournisseur de l'un d'entre eux, et que tôt ou tard demain, ils vous transposeront leurs propres obligations. Parce que tout le monde cherche quelque part en termes de responsabilité à se défausser en disant moi j'ai fait mon boulot, c'est l'autre qui l'a pas fait. C'est toujours pas le meilleur moyen de communication. Et puis il y a une telle interconnexion aussi. Voilà. Donc les fournisseurs vont être sollicités, les sous-traitants aussi. Et comme vous le dites, Julia, moi je suis convaincu de l'interconnexion de tous les opérateurs entre eux, qu'ils soient d'importance vitale, mais pas seulement. Aujourd'hui, on vaut, alors c'est le titre de notre séminaire conférence annuelle, mais notre niveau ne vaut, en termes de qualité, que ce que vaut le maillon le plus faible d'entre nous. Et je considère que les risk managers et probablement peut-être aussi les informaticiens et les RSSI doivent non seulement se préoccuper de la sécurité dans leur domaine, mais aussi de leurs fournisseurs qui sont clés, qui sont stratégiques. Parce que si demain c'est un de vos fournisseurs qui défaille, et on a eu, à cause de Covid, malheureusement, encore le rappel prégnant, les chaînes, votre chaîne, si vous êtes un constructeur d'automobile, peut s'arrêter aussi. Donc on est interdépendants. Très bien. Et tout est interconnecté immédiat avec les nouveaux réseaux. Alors, à défaut de pouvoir détecter ou prévenir, est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de limiter l'impact d'un sinistre majeur? Est-ce que, par exemple, on peut repasser en mode dégradé? Est-ce que ça, c'est encore possible ou même souhaitable? Et comment est-ce qu'on assure la continuité et la résilience des activités humaines dans ces conditions-là? Alors évidemment, les PCA, les PSI, les plans de redémarrage existent. Il y a d'excellents prestataires de sécurité, y compris autour de cette table ronde. Donc on fait appel à ces gens-là. Là, je crois aussi, au-delà de ces sujets de technique, je laisserai parler évidemment mes voisins, mais je pense encore beaucoup à la communication. Et il faut dire ce qu'il se passe. Probablement, on traite mal les gens en interne, on communique peu auprès des collaborateurs, alors que de mon point de vue, ce sont les meilleurs ambassadeurs et ce sont des gens de confiance vis-à-vis notamment de la société civile et des journalistes. Si un journaliste interviewe n'importe quel collaborateur qui sait ce qui se passe et qui peut raconter, même s'il dit « je sais pas tout, mais des choses sont en cours », ça va limiter l'effet hémorragique d'une attaque possible. Nick Merrill, I'd like to turn to you as well and ask you this question. Je vais vous poser cette question, Nick. Est-ce qu'il est possible de limiter l'impact d'une catastrophe majeure et comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut passer en mode dégradé? Est-ce que c'est possible? Et comment est-ce qu'on assure la continuité et la résilience des activités humaines dans ces conditions?
Ma préoccupation est qu'on ne peut pas répondre complètement de manière exhaustive. On a des modèles structurels de l'Internet qui permettent de répondre à cette question de manière sensée. Mais de la même manière qu'on avait des modèles climatiques dans les années 60 et 70 de manière à éviter les pires conséquences sur le climat. Donc, on ne sait pas si une version dégradée d'Internet existe, parce que des sociétés, par exemple, telles que Amazon, sont tellement importantes dans l'apport d'infrastructures à Internet, particulièrement, et ça veut dire qu'on ne sait pas si la plupart... S'il y avait une attaque contre l'un de ces fournisseurs, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Et quiconque dit le contraire est un menteur ou se trompe. On a besoin d'avoir une meilleure idée de la manière dont Internet est constitué pour pouvoir savoir comment répondre en cas d'exposition à un risque. I wanted to touch on insurance policies. It seems like it's Alors, je voulais aussi parler un petit peu de politique d'assurance, comme à cause de cette interdépendance, pouvoir évaluer le risque cyber. Ah, je suis d'accord. Les assurances de cyber ne peuvent plus, enfin, on fait faillite. Là, ils ne peuvent pas vraiment prendre en compte les risques. Je pourrais me dire que personne ne peut prendre en compte le risque de façon appropriée et c'est pour ça qu'on est tous là, en fait. En fait, on ne sait même pas le genre de risque d'événement. On ne sait même pas les types d'événements pour lesquels on peut évaluer le risque. Quels sont les risques est-ce qu'on peut analyser ça comme dans le domaine de l'assurance? Je pense qu'on ne peut pas le faire. Je ne pense pas que certains risques peuvent être assurés. Par exemple, restaurer les structures. Par exemple, comme on a de plus en plus de coupes de courant du fait des ouragans, ça on peut, mais on ne peut pas faire la différence aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas une bonne compréhension de comment l'Internet est organisé. Merci, Nick. Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer peut-être un fonds commun ou quelles seraient les solutions? Alors, créer un fonds commun, j'en sais rien. En tout cas, on est dans le tout début de l'assurance en matière de cyber-risque. Et comme l'a dit Nick, on peut relier les deux questions. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien comment va fonctionner l'entreprise sans Internet ou sans système. Pour l'instant, les entreprises avaient beaucoup travaillé sur un plan disaster recovery, etc., enfin continuité d'activité, à base de systèmes de secours. Donc on passe du numérique au numérique. En réalité, ce qui peut se produire, c'est de passer du numérique au tout physique. Et ça, la plupart des entreprises n'ont pas aujourd'hui un plan B sur un fonctionnement complètement sans système et sans Internet. Donc pour relier à la question de l'assurance, comment voulez-vous que l'assurance assure, sachant que le risque est avéré, mais son impact est peu mesurable. Voilà, donc on démarre juste, je pense, dans cet univers-là, mais les entreprises commencent à se dire comment est-ce qu'on fonctionne, le CHU de Rouen, comment est-ce qu'il fonctionne vraiment sans système. Eh bien, on a quand même soigné les patients. Et puis, dans d'autres entreprises, on a quand même continué à livrer les clients et à prendre des commandes. Donc tout ça, on le fait papier, crayon pendant un certain temps. Les fournisseurs ou les clients vont se lasser si c'est durable. Donc on sait faire face temporairement, mais sur la durée, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc beaucoup de réflexions en termes d'assurance derrière.
Très bien. Jean-Philippe, sur cette question. Oui, merci. Je crois que ce qu'il faut comprendre du point de vue de l'assureur, c'est que l'assureur est là pour assurer un aléa, donc quelque chose qui n'est pas certain. À partir du moment où le risque devient quasi certain, l'assureur refuse de l'assurer. Et on voit des entreprises avec lesquelles j'échange qui me disent « moi, ma prime inflate de 50%, ou même, au jour d'aujourd'hui, des gros assureurs en France qui refusent d'assurer le risque cyber de leurs clients. Je ne citerai pas ni la compagnie ni les sociétés en direct, mais venez me voir à la fin, on peut en parler. Dans ces conditions, il y a une solution qui me semble évidente. Mettez-vous aussi dans la place de l'assureur qui est là pour gagner de l'argent aussi. Hein. Et il a une série de risques hors normes depuis les années 2000 et on va bientôt fêter malheureusement le September 11. Depuis cette époque, on enchaîne les risques, les crises hors cadre, les catastrophes naturelles coûte beaucoup d'argent. Donc l'assureur dépense beaucoup d'argent et a moins de bénéfices. Donc dans ce contexte, moi ce que je voudrais vous dire, testez la prévention. Testez des explications auprès de vos assureurs de ce que vous faites pour prévenir ce risque cyber ou d'autres risques. Associez-les, montrez-leur, soumettez-leur vos plans de continuité d'activité, évoquez les dispositifs que vous pouvez avoir avec des partenaires. Et dans ces conditions, quand l'assureur connaîtra mieux votre risque et surtout les moyens que vous mettez en face, à mon avis, il sera plus tolérant sur les plans d'assurance. Et donc je prône la prévention. Laurent, un dernier commentaire, nous arrivons vraiment à la fin de cette table ronde. Non, sur les assurances, nous, on attend avec impatience l'engagement des assureurs auprès de nous. C'est eux qui sont des spécialistes du risque et ils doivent nous apporter leur méthode, leur expérience et compagnie pour nous aider à progresser. Et moi, je vois les entreprises qui cherchent à s'assurer, c'est pas les moins matures, c'est au contraire les plus matures, c'est celles qui ont déjà une volonté de se protéger. Donc, on attend les assureurs. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Nick Merrill, thank you very much. We all wish you a good night's sleep now. Thank you. Donc, bonne nuit et encore merci d'avoir participé. Merci de m'avoir laissé l'occasion de parler. Cette table ronde, je voudrais juste vous donner donc rendez-vous cet après-midi pour une deuxième plénière qui s'intitule « Une nouvelle guerre froide dans le cyberespace » en compagnie du général Philippe de Montenon, adjoint au commandant de la cyberdéfense, ainsi que monsieur l'ambassadeur Henri Verdier et ses homologues australiens et danois. Rendez-vous donc ici dans la salle Vauban à 17h30. Voilà. Et ben, bon appétit à tous. Voilà.